Est-ce que vous vous souvenez de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ? Non, parce que ça fait 11 ans que ça dure quand même. Et oui, l'annexion de la Crimée et le Donbass, c'était en 2014. Ça nous rajeunit pas tout ça. C'est l'année où Macron a été nommé ministre de l'économie d'ailleurs. Fier et obligé de la confiance qui m'est faite par le président de la République et le Premier ministre de prendre la suite et d'occuper ses responsabilités au ministère de l'économie. Même si ça nous paraît loin, la guerre continue pourtant bel et bien à seulement 3000 km de chez nous. Et tout ça alors que les négociations de paix sont dans l'impasse et que Trump semble penser depuis 1 an qu'il peut résoudre le conflit en 24 heures, comme l'expliquait le chercheur à l'IFRI Dimitri Minik en mai dernier. Les négociations n'existent que dans la tête de Donald Trump, parce qu'en fait, personne n'était prêt ou ne s'est préparé à entrer dans ces négociations. Poutine, car il n'a jamais considéré les négociations en dehors d'une capitulation radicale de l'Ukraine. Trump, parce qu'il a refusé d'alimenter l'Ukraine en armes, donc d'assumer le rapport de force, parce qu'il a fragilisé le lien transatlantique et pour d'autres raisons, et une forme d'incohérence, il faut bien le dire, du côté de Trump, et un manque de lisibilité pour la Russie. J'ai pas l'impression que la situation ait beaucoup changé. Les dernières négociations n'ont pas été beaucoup plus productives, notamment celle d'Abu Dhabi début février. Les pompiers de la capitale ukrainienne sont à pied d'œuvre. Pour eux, la nuit sera longue. Kiev vient à nouveau d'être frappé massivement par des missiles et des drones russes. Bilan provisoire, 1 mort et 27 blessés, alors que des délégations ukrainiennes, russes et américaines se retrouvent à Abu Dhabi pour un 2e jour de discussion. L'Ukraine dénonce une attaque délibérée. Mais ce conflit a des impacts bien au-delà de la Russie et de l'Ukraine. On pourrait prendre comme exemple les affrontements entre les militaires des 2 pays au Soudan en 2023. The Ukrainian forces have struck Wagner-backed fighters inside Sudan. Selon CNN, ces hommes mènent une opération terrestre contre une milice soudanaise. Une milice soutenue par le groupe de mercenaires russes Wagner. Mais il y a aussi des Africains qui se retrouvent à combattre en Ukraine. C'est ce que démontre une enquête du collectif Impact à l'origine du projet Horizon Wagner, et c'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Ces derniers mois, des vidéos de soldats africains présents en Russie ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues. Elles montrent des recrues africaines enrôlées pour combattre sur le front dans l'invasion de l'Ukraine. Alors, comment sont recrutés ces soldats africains de Poutine ? Quel sort leur est réservé ? Et est-ce que mettre Poutine sur la vignette de la vidéo au lieu de Trump va rendre cette émission moins déprimante ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Le lendemain de la sortie de cette vidéo, ça fera 4 ans, jour pour jour, que cette guerre est entrée dans une nouvelle phase avec l'invasion russe du 24 février 2022. Après l'échec de l'offensive russe sur Kiev et la contre-offensive ukrainienne, le conflit est aujourd'hui dans une impasse et ressemble plus à une guerre des tranchées qu'autre chose. En 2023, 2024 et 2025, la Russie a conquis au total 10 180 km², ce qui représente environ un département de la Gironde et exactement 1,68% du territoire ukrainien. C'est donc non seulement une progression très lente, mais elle est aussi très coûteuse en matériel et en hommes. Et même si les chiffres sont très variables selon les sources, on peut affirmer sans trop de risque que cette guerre a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Le média russe en exil Mediazona a pu, avec l'aide de l'antenne russe de la BBC, confirmer le décès de 177 433 personnels militaires russes depuis février 2022, et le site estime à environ 219 000 le nombre de morts russes au total. Et ça, c'est sans compter les blessés, qui font monter les chiffres des pertes à 1,2 million de personnes, c'est-à-dire des gens qui ne sont globalement plus en état de combattre côté russe. Pourtant, malgré ces chiffres très élevés, Moscou a choisi de ne pas avoir recours à la mobilisation générale. En 2022, c'est une mobilisation partielle qui avait été décidée et qui a particulièrement touché les minorités ethniques du pays. De nombreux témoignages le confirment, les réquisitions sont beaucoup plus nombreuses au sein des groupes ethniques minoritaires. Par exemple, dans un village près de Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, 1 homme sur 3 a été mobilisé. Très vite, au début de la guerre, le constat avait été établi d'une surreprésentation sur le front de Tatars, de Kazakhs, de Dagestanais. La mobilisation des prisonniers a aussi été utilisée pour alimenter la machine de guerre russe. C'est le cas par exemple de ce mec, Nikolai Ogolobiak, qui a été gracié par Vladimir Poutine pour avoir combattu en Ukraine, alors qu'il purgeait une peine de 20 ans de colonie pénitentiaire pour des crimes satanistes et cannibales. C'est ce qui s'appelle faire les fonds de tiroir. En tout cas, ça donne une idée du niveau de désespoir de l'État russe pour alimenter son armée. Et un autre moyen de nourrir cet effort de guerre peut-être moins risqué, c'est donc le recrutement de combattants étrangers. Envoyé sur le front, Charles a sauté sur une mine.
Selon l'ambassadeur ukrainien à Nairobi, son cas est loin d'être isolé. La Russie n'arrive plus à recruter. Et il leur revient moins cher de chercher ailleurs dans le monde en exploitant la détresse économique des populations. C'est une stratégie aussi utile parce que ça évite de recruter des Russes et de faire grandir le mécontentement dans la population. Il serait aujourd'hui entre 18 et 20 000 étrangers à servir dans l'armée russe. Moscou a chronologiquement ciblé des ressortissants d'ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, puis d'Inde et du Népal, avant de se tourner, plus récemment, vers l'Afrique. Ça fait déjà un moment que l'engagement d'Africains sur le front ukrainien est documenté. Jeune Afrique avait notamment sorti une enquête intitulée « Les tirailleurs africains de Poutine » en septembre 2024. Ils sont les tirailleurs de Poutine. Plusieurs milliers d'Africains recrutés pour combattre en Ukraine, aux côtés des mercenaires de Wagner et de l'armée régulière russe. Selon un rapport de l'Institut français des relations internationales sur le sujet paru en décembre dernier, les premières cibles de ces recrutements ont été des ressortissants de pays africains déjà présents sur le territoire russe. Au début du conflit, les autorités russes ont enrôlé des Africains présents en Russie en recourant à divers stratagèmes. Menaces et mensonges à l'égard d'Africains étudiants ou travaillant en Russie, emprisonnés pour divers délits ou encore faisant du tourisme. Dernier profil convoité par les recruteurs de chair à canon, les migrants en situation irrégulière. L'ultimatum est clair, l'enrôlement ou l'incarcération, voire l'expulsion du pays. Un cas qui a défrayé la chronique au Sénégal a été celui de Malik Diop. Initialement parti à Nijni Novgorod pour y faire des études, il a finalement été envoyé au front par la Russie pour être capturé par des soldats ukrainiens. L'information de sa capture par des soldats ukrainiens a été révélée le 23 avril 2025 dans une vidéo postée sur la page Facebook du 49e bataillon d'assaut séparé dénommé Sich des Carpates. On y voit un jeune homme en tenue militaire russe interrogé par des soldats ukrainiens. Le captif explique avoir rejoint le front faute de moyens pour quitter la Russie et partir en Allemagne. Mais l'armée russe a aussi pour stratégie de recruter des soldats directement dans plusieurs États du continent africain. Au début de la guerre, les recruteurs opéraient surtout dans des pays qui ont déjà des liens forts avec Moscou, comme la Centrafrique ou le Mali, mais leur zone d'opération s'est étendue au fil des années, comme en témoignent des personnes revenues du front auprès de l'AFP. Les 4 revenants, interrogés par l'AFP, racontent avoir croisé des dizaines d'Africains dans les camps d'entraînement ou sur le front, venant, outre un important contingent kényan, du Nigeria, du Cameroun, d'Égypte, d'Afrique du Sud. La presse s'est aussi fait l'écho ces derniers mois de plusieurs ressortissants de République démocratique du Congo et du Bénin. Le collectif Horizon Wagner, qui a donc enquêté sur le phénomène, a recensé 1417 personnes enrôlées et qui viennent de 35 pays différents dans son rapport intitulé « Le business du désespoir ». 316 seraient morts au front en Ukraine, soit un taux de mortalité supérieur à 22%. Les pays les plus touchés sont l'Égypte avec le plus grand nombre de recrues, le Cameroun avec le plus lourd bilan humain, 94 morts recensés, et la Gambie. Il faut préciser que ces 1417 personnes, ce sont les chiffres qui ont pu être vérifiés par le collectif. On connaît les identités de ces gens. Le nombre réel de combattants sur place et de décès sont donc probablement plus élevés. Le 18 février dernier, le service national de renseignement kényan présentait un rapport dans lequel il estimait que 1000 hommes kenyans combattaient pour l'armée russe. Le rapport d'Horizon Wagner, lui, n'en identifie que 45. Il y a 2 types de profils parmi les recrutés. Des mercenaires, souvent déjà des militaires de carrière et qui ont parfois travaillé avec le groupe Wagner et qui s'engagent donc dans l'armée russe en connaissance de cause. On trouve aussi un certain nombre de militaires camerounais ayant déserté. En mars 2025, le ministère camerounais de la Défense a parlé de départ clandestin et interdit les porteurs d'uniformes de sortie du territoire sans autorisation directe du ministre. Le second profil, ce sont des hommes sans expérience du combat qui ont été recrutés par la tromperie, attirés par des perspectives salariales alléchantes. Victor, comme Marc, Eric et Moses, 3 autres Kenyans rentrés de Russie, dont aucun n'a souhaité que son vrai prénom soit utilisé par crainte de représailles, ont raconté à l'AFP la tromperie si bien huilée qui les a conduits contre leur volonté à se battre contre l'Ukraine. Tout commence par la promesse d'un job rémunérateur en Russie, faite par une agence de recrutement de Nairobi. Victor, 28 ans, devait être vendeur. Marc et Moses, respectivement 32 et 27 ans, agents de sécurité. Eric, 37 ans, croyait qu'il deviendrait sportif de haut niveau. Tous devaient être payés entre 920 et 2400 € mensuels. Ils seront finalement enrôlés dans l'armée contre leur volonté après avoir signé des contrats d'engagement rédigés en russe, une langue qu'ils ne comprennent pas. Et toujours selon les témoignages de ces 4 personnes, ils ont été payés bien moins que prévu, voire pas payés du tout. Il faut aussi évoquer les témoignages qui font état d'injures racistes et d'humiliation envers les recrues africaines. C'est le cas de cet homme qui se présente sous le prénom de Francis, filmé avec une mine attachée au ventre. Dans cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, les autres soldats se moquent de lui et le qualifient d'ouvre-boîte. What is your name? Francis. Сосать, блядь, уголек ты нахуй. Крылашка ты сегодня. Сейчас побежит, по лесу будет скакать. Вот.
Чё ты очкуешь? Bon, à force, certains des dirigeants des pays ciblés par ces recrutements ont commencé à hausser le ton. Le chef de la diplomatie kenyane, Musalia Mudavadi, a annoncé le 10 février dernier qu'il se rendrait en mars à Moscou pour discuter de cette question avec les autorités russes. Dans une déclaration aux médias, son numéro 2, Abraham Korir Singoe, a également évoqué un programme intentionnel visant à recruter de manière illégale des personnes d'ascendance africaine, dont les Kenyans font partie, et à en faire en quelque sorte des combattants dans un monde dont ils ne font pas partie. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, dont le pays entretient de bonnes relations avec la Russie, a abordé cette question lors d'un entretien avec Poutine début février. Les deux chefs d'État ont promis de soutenir le processus de rapatriement des Sud-Africains combattant aux côtés des forces russes en Ukraine, indique un communiqué de la présidence sud-africaine. Des équipes des deux parties vont poursuivre leurs efforts pour finaliser ce processus, ajoute-t-il. Pourtant, lutter contre ce phénomène n'a rien de simple. Déjà, beaucoup de pays africains veulent ménager leurs relations avec la Russie, et de plus, Moscou emploie une stratégie de recrutement discrète qui permet à la Russie de nier son implication dans le processus, comme le relate Jeune Afrique. En utilisant ces intermédiaires locaux, le gouvernement russe pouvait jusqu'alors se draper dans le déni plausible de son implication directe. Un échange révélé par le rapport d'Impact pourrait compromettre ce narratif du Kremlin. Se faisant passer pour un citoyen kényan, les chercheurs d'Impact ont pu entrer en contact avec Boris Alexandrovitch Malikov, un ressortissant russe qui diffuse des offres d'emploi sur WhatsApp. Les contrats et les visas sont formalisés via une société écran nommée One Click Visa, créée, admet-il, par le FSB, les services de sécurité fédéraux russes. Toute cette organisation est aussi alimentée, encouragée et protégée par un important dispositif de propagande. Une autre enquête, cette fois-ci du collectif d'investigation Forbidden Stories, et publiée le 15 février dernier, a révélé à partir d'une fuite de documents que les réseaux d'influence de Moscou en Afrique et en Amérique latine, autrefois à la main d'Yevgeny Prigojine et de Wagner, ont été repris en main par les renseignements russes. Ainsi, piloté de Saint-Pétersbourg, c'est un maillage en expansion que ces documents permettent de mieux comprendre. Une stratégie d'influence destinée à des pays d'Amérique latine, du continent africain, mais aussi du Moyen-Orient, avec de plus en plus de moyens financiers et humains mobilisés pour une stratégie affinée, pays par pays, après une étude de terrain. Des enjeux avec un objectif clairement énoncé, noir sur blanc, pour ce qui est du continent, reformatage de l'espace africain, avec la création d'une ceinture de régime ami de la Fédération de Russie. Dans ce contexte de guérilla informationnelle, s'il n'y a pas de réponse ferme des gouvernements concernés, difficile de convaincre les citoyennes et citoyens de leur pays que l'Eldorado russe n'est en réalité qu'une illusion. Et tant pis pour les familles qui doivent porter le deuil de ceux qui ne sont pas revenus. Family members, villagers and friends are still struggling to process the shocking news, their tears speaking louder than words. Et même si malgré tout, ces réseaux de recrutement finissent par être démantelés, admettons, ça ne résoudrait pas le problème de l'avenir de la jeunesse dans les pays concernés. Comme le dit Vincent Gaudio, cofondateur du collectif Impact dans une interview à l'Express, cette situation risque surtout d'interroger ces pays sur leur propre gouvernance à l'égard de leur jeunesse, mais ça ne bousculera pas réellement le modèle. On n'empêchera pas les gens de chercher un avenir ailleurs. Le sujet caché, c'est celui-là. Ce sujet caché doit aussi faire réfléchir les Européens qui prétendent vouloir soutenir l'Ukraine. Le 10 février dernier, la veille de la publication du rapport d'All Eyes on Wagner, le Parlement européen adoptait dans une indifférence quasi générale une série de mesures pour restreindre encore davantage le droit d'asile. Un vote salué comme une victoire par l'extrême droite. C'est historique. Nous venons d'obtenir 6 victoires majeures qui vont durcir la politique migratoire de l'Union européenne. Est-ce que réduire le champ des possibles pour des personnes qui cherchent juste une vie meilleure ne pourrait pas aussi quelque part expliquer cet attrait pour les promesses de richesse et de stabilité que vend la propagande russe ? Attention, moi je suis comme Pascal Praud, je ne tire pas de conclusion, je pose juste la question. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Voilà, l'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.